On a les premiers participants qui arrivent. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas me répondre parce que vos micros ont été mis sur muet. Donc, sachez qu'on va attendre un petit quorum d'au moins une quarantaine de personnes avant de commencer. Ah non, je vois qu'il y a déjà 39 participants. 40, ah ben on va commencer. Parfait. Donc, vous êtes 40 participants déjà, donc on va commencer la conférence. Bienvenue à cette première conférence digitale du Club Afrique des anciens de l'INSEAD de l'Association France. Vous êtes à peu près 150 à vous être inscrits, ce qui montre l'intérêt pour la thématique. Donc, pour échanger avec nous aujourd'hui, on a deux invités de choix qui ont plein de points communs. Le premier étant que je les considère comme des amis tous les deux, ce qui va, je pense, faciliter la discussion d'aujourd'hui. Mais aussi et surtout, c'est deux jeunes entrepreneurs à succès. Tous les deux, ils ont eu une carrière corporate après des études à l'étranger. Et ils ont décidé de lancer leur entreprise il y a quelques années. Les deux connaissent beaucoup de succès. Ils vont vous en parler un peu plus tard dans la discussion. Et les deux également ont des responsabilités dans leurs associations patronales respectives. Et donc, cette casquette-là va être convoquée également à un moment donné pour parler de la situation économique dans leur pays. Donc, avant de commencer, un mot peut-être sur le déroulé. La conférence va durer 1 heure environ. Je serai le seul à pouvoir poser les questions à nos modérateurs, mais je vous invite fortement à utiliser la fonctionnalité Q&A que vous voyez en bas de votre écran pour m'envoyer vos questions et pour que je puisse les poser aux intervenants. Donc voilà, donc sans plus attendre, on commence. Bonjour Eric, bonjour Mehdi, merci encore d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour Yves, merci de nous avoir invités. Très bien. Alors, première question pour tous les deux. Quelle est la situation sanitaire dans vos pays respectifs et quelles sont les mesures qui ont été prises par les gouvernements? Commençons par Mehdi peut-être. Écoute Yves, la situation sanitaire au Maroc est pour l'instant relativement bien contrôlée. Le Maroc a assez rapidement pris des décisions de confinement compte tenu de l'évolution de la pandémie. Je crois que la France a confiné autour du 14 ou 15 mars. Le Maroc a confiné le 20 mars et on avait assez peu de cas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est relativement stable avec 5000 cas, entre 100 et 150 cas par jour et je crois au total à peu près un peu moins de 200 décès, 180 décès, je crois. Ensuite, ce qu'on a fait aussi rapidement, c'est que nous avons converti une partie de l'industrie textile pour qu'elle commence à produire des masques. On a adopté le traitement à la chloroquine qui fait débat, je le sais. Et donc aujourd'hui, c'est relativement contrôlé au plan sanitaire. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri d'une recrudescence et d'un départ à la hausse du nombre d'infections. Et toi, Eric, quelle est la situation à Abidjan? Alors, à Abidjan, selon les statistiques officielles, en fait, on a 1432 cas. On a eu 17 décès, on a 693 personnes qui sont guéries. Et donc, du coup, je dirais aussi que la situation est assez contrôlée. Fondamentalement, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à la fin mars, sachant qu'en fait, en réalité, Abidjan en fait, a été coupé du reste du pays pour éviter en fait une contamination de l'ensemble du territoire. Mais je dirais que le plus gros impact aujourd'hui, vraiment, ce qui fait peur, c'est plutôt l'impact économique, sachant qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe en fait dans la courbe d'évolution de la pandémie. Mais jusqu'à présent, les Ivoiriens demeurent en fait optimistes. Mais dans les mesures d'accompagnement, France qu'on a ici en France, où il y a le chômage partiel, donc qui permet à pas mal d'entreprises finalement de survivre pendant la crise. Est-ce qu'il y a des mesures de ce type-là qui ont été prises chez vous? Écoute, dans le contexte de la Côte d'Ivoire, le gouvernement en fait a décidé de débourser 1700 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un tout petit peu, disons autour de 3 milliards de dollars, un peu moins de 3 milliards d'euros. Bon, évidemment, il y a une partie de ce financement-là qui a été déboursée en fait en urgence aux entreprises, hein, surtout en fait aux PME. Et il y a en ce moment des réflexions qui sont portées justement pour avoir des mécanismes un peu plus pérennes
qui permettrait justement que différentes entreprises aient accès au financement nécessaire en fait, pour pouvoir potentiellement en fait, relancer. Bon, malheureusement, là, je parle en fait des sommes officielles qui ont été en fait annoncées. Donc, je pense qu'il y a quand même une différence entre les sommes qui sont annoncées et celles qui sont effectivement déboursées en termes de délai. Et il y a une étude en fait qui a été réalisée par le secteur privé qui montre que en fait l'entreprise moyenne ivoirienne en fait peut survivre environ à 35 jours de liquidité. Donc, quand on regarde le début de la pandémie, qu'on regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les moments où une bonne partie du secteur privé est en train vraiment de tirer la langue. On a que fondamentalement 25% des entreprises qui peuvent survivre sans apport au niveau de liquidité pendant 83 jours. Et il y en a 25% qui ont moins de 10 jours. Quoi. Donc, c'est vraiment une situation assez critique pour elles. Donc, on espère que toutes ces mesures-là vont rapidement être transférées en apport concret de capital. Et chez toi au Maroc, Mehdi? Écoute, chez nous, Sa Majesté a créé le 15 mars, donc au tout début, un fonds dans lequel l'État a bondé à hauteur de 10 milliards de dirhams, donc 1 milliard d'euros. Et ensuite, le secteur privé, donc les particuliers, les entreprises ont fait des donations et ce fonds s'est retrouvé avec un montant de 3,5 milliards d'euros à peu près. Ensuite, nous avons créé un comité de veille économique qui est une espèce qui est en fait l'entité qui pilote la crise aujourd'hui, dans laquelle il y a l'État, il y a tous les ministères à vocation économique, plus le patronat, plus le groupement des banquiers. Et cette entité qu'on a appelée le CVE prend l'ensemble des mesures qu'il faut pour accompagner le secteur privé et accompagner à la fois le secteur privé et le social. Et donc, ce qu'a fait cette entité, c'est que sur les aspects, on ne s'occupe pas des aspects sanitaires, on s'occupe des aspects sociaux et économiques. Et on a pris des mesures à la fois pour accompagner les entreprises au plan du support de la masse salariale. Donc, on a créé un chômage, en fait, pas vraiment un chômage partiel, mais un chômage temporaire d'ici au 30 juin. Donc, toutes les entreprises qui sont en difficulté ont la possibilité de mettre du personnel à l'arrêt. Et ce personnel est payé par ce fonds à hauteur de 70% du SMIC. Et là, on a eu un tiers des emplois ont été déclarés à ce fonds à partir du mois de mars. Donc, c'est considérable. Un tiers des emplois totaux? Un tiers des emplois ont été déclarés au fonds. Donc, c'est considérable. C'est considérable, ouais. En réalité, au Maroc, il y a 8 millions d'emplois. Sur les 8 millions d'emplois, il y en a à peu près 5 millions qui sont dits dans l'informel. Et puis, il y en a 3,3 millions qui sont déclarés à l'équivalent de la Caisse de sécurité sociale, donc qui sont des emplois formels. Sur les 3,3 millions, au mois d'avril, il y en a pour l'instant 900 000 qui ont été déclarés en arrêt d'activité. Et puis ensuite, donc ça, c'est une mesure qu'on a prise. Ensuite, on a pris des mesures au plan fiscal. On a pris des mesures de report des échéances fiscales. On a pris des mesures de report des échéances bancaires. Et puis, on a pris des mesures d'accompagnement sur des crédits court terme trésorerie garantis par l'État à hauteur de 95%. Donc, ça donne la possibilité, grosso modo, aux entreprises d'avoir une baisse de leurs charges fixes parce que les salaires, qui est la principale charge fixe, sont accompagnés par l'État. Et ça leur donne la possibilité de décaler l'ensemble des autres charges fixes qui sont les intérêts bancaires, les charges fiscales, en tout cas les principales. Donc ça, c'est la phase 1 de l'accompagnement. Ensuite, on rentre maintenant dans une phase 2 dans laquelle on est dans une logique de relance. Et là, il y a des aspects budgétaires, monétaires, etc. Ok. Donc, on va revenir si tu veux. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et concrètement, vous, donc on a parlé du contexte, mais vous, pour vos entreprises, vous êtes chef d'entreprise avec des salariés, comment ça se passe? Comment va l'activité déjà de 1 et ensuite, comment est-ce que vous gérez d'un point de vue management le travail pendant cette période? Écoute, moi, bon, d'abord, il y a les secteurs tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. En ce qui nous concerne, il y a des secteurs qui ont été mis à l'arrêt de manière ferme et c'est même des décisions administratives. Donc, c'est l'hôtellerie, les cafés, restaurants, etc., des choses similaires à ce que vous avez. Donc, ceux-là sont passés de 100 à 0.
Et donc, ils n'ont pas le même impact que d'autres. Maintenant, la réalité, c'est que toutes les entreprises sont touchées. Et au niveau du patronat, on a fait faire un sondage qui nous montre grosso modo que sur 33 fédérations sectorielles que nous avons, donc 33, disons, découpages d'activités qu'on a, 30 des 33 ont une baisse d'activité qui est supérieure à 25%. Donc, une baisse de chiffre d'affaires qui est supérieure à 25%. Donc, tout le monde est impacté. Moi, je suis dans les assurances. Dans les assurances, on a moi, j'ai une baisse estimée du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 20-25%. Et donc, ce que nous avons pris comme mesure, c'est j'ai réduit au maximum mes charges fixes, des mesures assez classiques. Et deux, je pense que toutes les entreprises doivent se mettre dans une logique où elles savent qu'elles peuvent supporter 6 mois, 8 mois, 1 an de trésorerie. Et elles peuvent le supporter soit parce qu'elles ont, en partie, elles ont une partie un petit trésor de guerre qui leur permet de suivre ça, ou il faut trouver et penser dès maintenant aux mécanismes de financement qui permettent d'accompagner ça. Parce que là, on est à zéro. Enfin, en tout cas, on est arrêté et en fonction des secteurs, on est entre 100% de baisse et 20% de baisse. Mais la reprise va être lente et la reprise prendra un certain temps. Donc, il faut qu'on soit en mesure de supporter les 3-4 mois d'arrêt brutal, mais aussi l'année qui va venir qui va être compliquée. Donc, les mesures qu'on a prises, ce n'est pas de dividendes, de réduction des charges fixes. On a fait une réduction des salaires de 25%. Tu as pu faire passer une réduction des salaires de 25%. La loi te... on l'a fait de manière, ça dépend après des cultures des entreprises, etc. En tout cas, chez moi, d'abord, les gens ont compris. Donc, on s'est engagé à pas de personne ne quitte. Donc, on licencie personne. Mais en même temps, on fait un effort collectif. L'effort collectif, c'est tout le monde, du plus petit au plus gros, baisse son salaire de 25%, sachant que dans cette période de confinement, bon, c'est temporaire évidemment, ça va durer un temps. Dans cette période de confinement, les charges sont plus faibles pour tout le monde et nous avons mis en place au niveau du patronat cette fois-ci des mesures qui permettent d'accompagner des baisses de charges, même pour les personnes physiques, parce que tout le monde a la capacité de décaler ses charges bancaires de 3 mois. Donc le rythme de vie des gens diminue, le salaire diminue de façon équivalente. Non, mais franchement, c'est très bien si tes salariés ont accepté ça. Et chez toi, Eric, Écoute, je vais peut-être partager quelques éléments. En fait, j'ai demandé aux équipes de ESP de faire une analyse un peu du secteur privé. Donc, on a pu faire une analyse rapidement sur la base d'environ 1600 entreprises représentatives un peu de l'ensemble du secteur privé. Donc, aujourd'hui, on a, disons, un tiers qui sont fermés complètement, sachant que le reste, je dirais, grosso modo, il y a un autre 60% qui sont en volume réduit. On a 63% qui montrent que leurs ventes ont chuté d'au moins 50%, c'est quand même beaucoup. Et plus les entreprises sont petites, et plus le pourcentage qui a perdu plus de 50% de ventes augmente. Il y a des secteurs exactement comme Mehdi disait, tels que l'éducation et le tourisme, où on a des taux de fermeture complets dans l'éducation de 80%, dans le tourisme de 62%, dans le transport et la logistique de 40%. Donc, réellement, il y a eu un véritable, je dirais, impact sur l'ensemble du tissu économique. Et effectivement, c'est vrai que dans les mesures qui ont été proposées par le gouvernement, il y a aussi le report des crédits d'ailleurs. Et par rapport au report des crédits, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest a passé une mesure comme ça qui a augmenté le nombre de jours que les entreprises peuvent survivre d'environ une dizaine de jours. Donc, on est passé d'une moyenne de 35 à autour de, disons, 40-45. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, au niveau de ESP en particulier, on a quand même le privilège d'être une entreprise de service qui a des opérations dans différents pays en Afrique. Donc, on était déjà habitué plus ou moins à la problématique du télétravail. Donc, dès que la pandémie s'est déclenchée, on est passé à un mode total de télétravail. Donc, ça, sur les opérations, ça n'a pas été trop difficile.
Et puis aussi, on avait commencé un processus de restructuration de l'entreprise justement parce que l'une des problématiques justement des entreprises de services, c'est le fait que c'est soit la fête, soit la famine. Donc fondamentalement, soit l'activité en fait va super bien, donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de trésors et de liquidités, soit l'activité en fait est en berne, auquel cas c'est difficile. Donc on a essayé de faire une transition de l'entreprise où on a pas mal de programmes qu'on met en place, qui sont des programmes en fait d'accompagnement d'entreprises, d'entrepreneurs du secteur privé, qui ont le bénéfice d'être des programmes pluriannuels. Donc, ce choix stratégique-là nous a énormément aidé au cours de cette crise parce que ça nous a permis honnêtement de ne pas, en termes de revenus, être affectés. Et aussi parce qu'on est justement dans le domaine du développement du secteur privé. Nous sommes présentement en train de lancer différentes solutions avec des partenaires. Donc, je dirais que nous sommes plutôt dans une période en fait où on essaie justement de renforcer les équipes pour pouvoir faire face à la demande de services qu'on a. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, jusqu'à présent, on a été en fait chanceux. Et fondamentalement, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est fondamentalement d'augmenter un peu notre capacité à avoir des contrats. Donc là, on a des engagements jusqu'à 2023. On essaie de voir si on peut en avoir peut-être jusqu'à 2025. Donc, grosso modo, c'est un peu ça la problématique qu'on a aujourd'hui. Peut-être le dernier point que j'aimerais peut-être mentionner, c'est le fait qu'en tout cas en Côte d'Ivoire, quand on demande aux entreprises, il y a quand même 88% qui sont en fait optimistes. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas été confiné aussi sévèrement qu'en Europe, mais il y a ce sentiment-là que bon, ben, lorsque l'activité va reprendre, on devrait pouvoir rebondir assez vite. Mais justement, je reste un peu avec toi, Eric. Dans ton activité de conseil, au moment où on se prépare à sortir du confinement un peu tous, est-ce que tu es déjà sollicité quand même par des gens pour préparer des stratégies post-confinement, que ce soit des stratégies pour des États ou pour des entreprises? Est-ce que les gens commencent vraiment à se projeter sur l'après et à réfléchir à ça? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on a eu d'activités quand même en fait assez ciblées. Donc, je pense que tu nous as présenté comme étant cabinet de conseil. C'est vrai qu'on fait du conseil, mais on s'est vraiment spécialisé sur la niche de développement du secteur privé. Donc, et par rapport à ça, fondamentalement, on a deux pratiques. On a une pratique en fait qui accompagne donc les États et les institutions sur la façon pour eux de pouvoir faire croître leur secteur de PME, de pouvoir faire croître des secteurs spécifiques, des secteurs comme le tourisme, etc., qui ont vraiment un fort impact sur le secteur privé. Ça, c'est la pratique qu'on appelle en fait Insights, qui est vraiment du conseil. Aujourd'hui, c'est environ, je dirais, 30% du turnover. Et puis, on a le reste, en fait, qui est ce qu'on appelle la pratique Scale, où vraiment la problématique, c'est de prendre des entrepreneurs de diverses tailles et de les porter à échelle. Donc, à travers ça, on a beaucoup de programmes d'accompagnement et de financement de ces entrepreneurs-là. D'ailleurs, là, on est en train de mettre en place des mécanismes de financement. Il y en a un qu'on va annoncer avec Mastercard, avec Mastercard pour le Rwanda dans le tourisme. Il y en a un autre qu'on va annoncer avec USADF pour l'ensemble du continent africain. Donc, fondamentalement, sur cette deuxième pratique-là, oui, on a été approché par différents partenaires pour répondre en fait au Covid. Mais ça s'inscrit dans la ligne droite d'initiatives qu'on avait commencé déjà il y a, je dirais, 3, 4, 5 ans. Et de ton côté, Mehdi, comment se prépare justement l'après-confinement, que ce soit avec ta casquette déjà bien sûr, parce que là, vous avez réduit la voilure, etc., mais il faut bien repartir. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment tu vois ton secteur, les assurances, qui, à mon avis, vont être impactés aussi. On va certainement vous demander de créer de nouveaux produits d'assurance anti-pandémie ou je ne sais pas, mais comment tu vois ton secteur évoluer? Et enfin, au niveau du secteur privé marocain, comment tu vois le rebond, pas le rebond, comment tu vois les choses se passer dans les semaines qui viennent? Écoute, sur le secteur des assurances, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est des secteurs qui sont très liés à l'évolution du PIB. Assez gros et donc suivent grosso modo l'évolution économique d'un pays. Donc si l'activité économique globale du pays baisse, les primes d'assurance baisseront. Le plus gros impact sur les assureurs, c'est probablement la baisse des indicateurs boursiers, parce qu'on a une grosse partie de nos placements qui sont là-dedans.
Et donc, c'est là que les assureurs vont devoir constater des provisions importantes. Maintenant, globalement, comment est-ce que le déconfinement va se faire? Je crois que d'abord, nos pays ont un impact social, peuvent avoir un impact social important. C'est la première fois, en tout cas pour ce qui concerne le Maroc, que l'État reconnaît, en tout cas accompagne de façon claire l'informel. Je disais tout à l'heure qu'on avait 8 millions d'emplois, dont 3 millions à peu près, un peu plus de 3 millions d'informels. C'est-à-dire qu'il y a quand même 5 millions de personnes, de familles qui vivent de l'informel. Et ce que l'État a fait dans cette période, c'est que nous avons accompagné l'informel en le subventionnant pendant cette période. Donc en payant, ça dépend des familles, mais c'est grosso modo 100 € par mois qui a été donné par l'État aux familles pour les accompagner pendant cette période. Donc ça, c'est très fort. Bon, d'abord, en montant, c'est significatif, mais c'est très fort. Et je pense qu'on a parenthèse sur ça, c'est peut-être le seul moment dans l'histoire de notre pays, mais c'est un peu partout dans le monde, c'est le seul moment où il est plus intéressant d'être dans le formel que dans l'informel. Donc, on a une vraie opportunité de faire rentrer le maximum de personnes ou d'entreprises dans l'économie formelle. Parce qu'un des grands problèmes dont on souffre tous, c'est qu'on a une toute petite tranche des entreprises et de la population qui payent, toute petite, 10%, qui payent et qui subventionnent le fonctionnement de l'État. Et donc, la pression fiscale sur les entreprises est importante. Et là, on a l'occasion de faire passer des choses qu'on n'avait pas l'occasion de faire passer avant. Après, comment est-ce que tout ça va se passer dans le futur? Je pense que le monde va changer, il va se passer plein de choses parce que les États sont dans une logique de souveraineté ou de sécurité économique et donc avoir une monosource d'approvisionnement en Chine n'est plus une option. Et là, on a beaucoup de flux qui sont en train de passer, on le voit déjà, qui passent de l'Europe, de l'Asie vers certains pays européens et vers certains pays de la région. Et là-dedans, il va y avoir, dans cette redistribution des cartes, il va falloir que tout le monde joue sa partition. Nous, on a une partition à jouer. En tout cas, l'Afrique et l'Afrique proche de l'Europe a une partition à jouer parce qu'une partie des flux va être redirigée là-dedans. Si on prend, grosso modo, je regardais la dernière fois, les États-Unis, Chine, c'était 450 milliards d'euros de dollars d'échange, à peu près. Et quand Trump a annoncé des mesures protectionnistes, il y a eu à peu près une centaine de milliards qui a switché de la Chine vers d'autres pays. Et certains en ont profité. Et bizarrement, Taïwan est celui qui en a le plus profité. Mais il y en a d'autres qui en ont profité. Donc, ça a créé un switch. Là, ce qui va se passer, très probablement, il va y avoir un gros switch qui va se passer. Il y a aussi 450 milliards à peu près entre l'Europe et la Chine. Et très probablement qu'il va y avoir un gros switch qui va sortir de Chine et qui va aller se positionner ailleurs. Et probablement qu'une partie va venir dans ces pays du contour méditerranéen, que sont l'Égypte, etc., Maroc, etc. Je pense que ça va commencer même avec les masques. Hein. Je pense qu'il y a des commandes, il y a des commandes de masques qui sont arrivées, françaises qui sont arrivées au Maroc récemment, je pense. Oui, l'histoire des masques, j'ai pas très. Moi, je vois plein de mes copains, de mes compatriotes se gargariser sur l'histoire des masques. Honnêtement, on a fait un job, bon, pas bon, j'en sais rien. En tout cas, on a fait une partie du boulot. On a réussi à convertir assez rapidement une partie de l'industrie textile, je le disais, vers la production de masques. Ça n'a rien d'extraordinaire. J'en connais la plupart. J'en connais une partie. C'est des gens c'était des fabricants de matelas ou des fabricants de chemises qui ont transformé ça. Et ça s'est fait assez rapidement. Et on a fait avec les moyens du bord et ça a fonctionné. Je pense qu'aujourd'hui, on produit, je ne sais plus, 15 ou 20 millions de masques par jour, un truc comme ça. Mais ce n'est pas non plus un truc waouh. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, qui s'est moins dit, mais qui est important, c'est qu'on a produit des respirateurs. Et on a produit des respirateurs de très, très bonne qualité. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On l'a fait en faisant travailler l'industrie aéronautique qu'on a, parce on est sous-traitant de beaucoup d'industries. On fait Boeing, Safran, etc., etc. On a une vraie expertise dans l'aéronautique. Et l'industrie automobile. Et encore une fois, là, on a derrière Renault et Peugeot, il y a plein
de fournisseurs de Renault et Peugeot. Et là, les ingénieurs se sont mis et ils ont fabriqué un vrai truc qui fonctionne, qui a été testé sur des animaux et c'est parfait. Et là, il y a de la vraie valeur ajoutée. Et là, ça ouvre, en fait, ça montre qu'il y a une capacité, d'abord, il y a une capacité d'innovation et il y a une capacité de production qui est rapide. Et là, je pense qu'on a une vraie carte à jouer, beaucoup plus que sur les masques, qui sont en fait juste une image parce que les médias en parlaient partout. Mais sur l'histoire des respirateurs, on a fait un vrai truc. Mais sur les masques, je trouve un peu dur parce que nous ici en France, on n'a pas réussi à faire ce que vous avez fait. Hein. Donc, jusqu'au moment où je te parle, on a encore du mal à se procurer tous des masques. Donc, c'est quand même déjà quelque chose que d'avoir été capable en si peu de temps, à mon avis, de réorienter tout un secteur finalement sur la production des masques. Mais sur les ventilateurs, justement, il y a une question qui est arrivée dans le Q&R, là, qui est posée par Françoise Coll. Alors, il dit... je fournis des ventilateurs à certains pays africains avec tous les accessoires pour minimiser la transmission du virus par aérosol. Ces accessoires pourraient facilement être fabriqués sur place. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'être en contact avec des entreprises locales? 3D printing, plastic molding, etc. C'est valable pour la Côte d'Ivoire. Je connais les gens dans l'écosystème. Je peux vous mettre en relation. On peut le faire après ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur les respirateurs, on a fait de la vraie R&D. Et c'est la vraie R&D. C'est-à-dire qu'on a reconstruit des respirateurs. Dans les respirateurs, d'abord, il y a plusieurs niveaux. Il y a le respirateur de base qui est en fait un ventilateur. On vous met un truc dans le… C'est un apport d'oxygène supplémentaire. Puis il y a l'intubation. Et l'intubation, c'est un autre sujet parce que ça calcule la quantité d'air que vous avez et d'abord, ça dispatche directement à l'intérieur. C'est invasif. Et ça dispatche en fonction de la capacité et de la quantité d'air que vous avez. Et c'est là qu'on est allé faire de la recherche. Et sur ça, on a sorti un vrai truc qui non seulement nous aide dans le traitement de nos malades, mais en plus montre le savoir-faire du Maroc dans de la R&D et de la production industrielle et à large échelle. Et je pense que pour ça, on a touché quelque chose qu'on n'avait pas touché par le passé. C'est que dans cette période de vraie crise, on a su mobiliser nos capacités de recherche et nos capacités industrielles pour produire des vraies choses. Et je pense que c'est vraiment là qu'on a passé un cap psychologique auprès des industriels marocains. Ok, il y a une autre question qui est arrivée, qui s'adresse à tous les deux, qui vient de Nabil Asnaoui, qui dit alors, je voudrais savoir ce que pensent les intervenants des effets de cette crise sur le secteur informel, plus particulièrement le secteur agroalimentaire, notamment les agriculteurs, les auto-entrepreneurs qui alimentent les marchés de plein air, qui, j'imagine, sont fermés dans vos deux pays. Est-ce que vous avez des données sur l'impact de la fermeture de ces marchés sur eux? Eric, tu veux y aller ou… Oui, écoute, bon. Donc, de ce qu'on a vu, en fait, tout ce qui est entreprise, en fait, micro, plus de 90% en fait disent être impactés. Bon, maintenant, on a dans notre portefeuille pas mal de PME qu'on accompagne dans le domaine de l'agribusiness. Et honnêtement, elles n'ont pas tout été si impactées que ça. Donc, on pense qu'elles fait partie. Donc, il y a un sujet qui est celui de ne pas avoir accès au marché principal en Côte d'Ivoire, qui est celui d'Abidjan, parce que Abidjan a été un peu fermé du reste du pays. Mais lorsque cette ouverture-là va se faire, on pense que normalement, les choses devraient en fait reprendre. Bon, maintenant, ça a quand même aussi permis, par exemple, d'identifier pas mal d'opportunités dans certains de ces secteurs-là. Si je prends, par exemple, le domaine de la volaille, si vous prenez la région, disons, du centre-ouest, vous avez, je ne sais pas, peut-être 200, 300 fermes là-bas. Et on s'est rendu compte à travers la crise, quand Abidjan et la circulation des véhicules à travers les régions a été réduite, que l'approvisionnement en poussins n'était pas facile parce qu'une bonne partie des couveuses étaient basées dans le sud ou dans l'est en fait, du pays. Donc ça, par exemple, ça crée une opportunité, par exemple, pour soit ces acteurs-là d'ouvrir en fait, des mini-couveuses à travers en fait, le pays, ou alors ça permet peut-être à d'autres personnes de pouvoir. Donc je pense que si on regarde en fait l'agribusiness en fait en particulier, oui, je pense que
mais je pense que c'est l'un des secteurs qui devrait reprendre en fait assez vite. Par contre, très souvent, on minimise, surtout dans une économie comme la Côte d'Ivoire, l'impact justement que le tourisme peut avoir aussi sur certains des segments de l'agribusiness. Donc, je pense par exemple en fait à l'agriculture. On parlait en fait à une association avec les principaux producteurs en fait d'agriculture qui nous expliquait que jusqu'à 60% de leur turnover en fait, et ça c'est des grosses entreprises, dépendaient des restaurants et des hôtels. Donc, évidemment, pour ces grosses entreprises-là qui sont dépendantes des restaurants et des hôtels, ça va être un peu plus difficile peut-être que pour les petites qui elles, dépendent en fait du citoyen en fait moyen. Tu veux rajouter quelque chose, Mehdi? Nous, sur les… il y a agriculture et agriculture. Sur les tout petits agriculteurs qui sont dans l'informel, il n'y a pas énormément d'impact. Les petits agriculteurs dans les campagnes qui vivent de ça ne sont pas très, très impactés parce que les confinements sont relatifs et donc le petit écosystème autour d'eux fonctionne. Après, le reste, après, il y a une partie des agriculteurs ou des pêcheurs également sur un secteur proche qui se sont déclarés en arrêt d'activité dans le cadre de l'accompagnement dont on parlait. Et ça a été arrêté assez rapidement par l'État où dans le cadre de ce comité de veille, on a défini une liste négative. En fait, cette liste négative, c'est une liste de secteurs qui ne pouvaient pas bénéficier de ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec un effet pervers de cette mesure qui était que certains métiers préféraient se mettre à l'arrêt pour bénéficier de mesures d'accompagnement plutôt que d'aller travailler. Et donc, on a exclu ces secteurs parce qu'il fallait bien que ces gens recommencent à travailler parce que sinon, on ne serait pas mort du coronavirus, mais on serait mort de faim. Et donc, il fallait qu'on prenne des mesures, évidemment, en ayant tout l'accompagnement sanitaire nécessaire pour ça. Il fallait qu'on prenne des mesures dans ce sens-là. Mais grosso modo, je suis d'accord avec Eric, la grosse partie de l'agro-industrie n'est pas très, très touchée, à l'exception de quelques sous-secteurs qui eux, ont d'impact. Après, il va peut-être y avoir un sujet, et là, je m'adresse à toi, Eric, sur le cacao, non? Comment évolue, je n'ai même pas regardé, comment évoluent les cours du cacao dernièrement, là, depuis le début de la crise? Bon, écoute, je n'ai pas non plus regardé les cours du cacao dernièrement. Il y a définitivement en fait un sujet. En fait, le sujet, c'est que nous sommes quand même en fait dans des périodes, en fait, une bonne partie de la production, que ce soit le cacao, l'anacarde, etc., devrait quitter le port en fait d'Abidjan. Et on se rend compte que les volumes nécessaires en fait n'arrivent pas de l'Interland. Et donc, voilà, du coup, les bateaux, ça tourne pas vraiment comme c'était prévu, quoi. Donc, fondamentalement, sur ça, oui, il y aurait un sujet. Je pense qu'il y a un plan de relance qui a été… c'est quelque chose que le gouvernement, en fait, a travaillé vraiment, en fait, en amont. Je pense qu'il y a un plan de 250 milliards qui a été mis en place, je pense spécifiquement sur le secteur cacao. Je sais aussi qu'il y a différentes en fait, analyses, des travaux qui ont été faits vraiment pour essayer de maîtriser ça. Parce que, évidemment, pour nous, cet or brun-là, c'est quand même une des sources de revenus très, très importantes en fait, pour le pays. Bon, maintenant, est-ce que avec la crise, en fait, est-ce que sur les marchés internationaux du cacao, après que tout ça soit passé, cacao et café, il y aura en fait une reprise? Je pense qu'il y a des gens qui disent que oui. Donc, on attend de voir si effectivement l'Europe et les États-Unis justement vont utiliser le chocolat comme mécanisme de en fait antidépression, ce qui serait en fait plutôt une bonne nouvelle en fait pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense que de façon générale, là présentement, là maintenant, il y a quelques petits soucis d'approvisionnement pour pouvoir exporter la production. En fait. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se régler quand on va rouvrir en fait le port qu'on va sortir en fait du confinement. Une question spécifique pour toi, Mehdi, qui vient d'arriver. Comment les assurances participent-elles à ce sinistre au Maroc? Le Covid est-il pris en charge est-il reconnu comme sinistre? Alors, l'accompagnement des assureurs pour le sujet du Covid est un vaste sujet qui fait beaucoup de bruit. D'abord, les pandémies ne sont pas assurables au sens technique du terme. Pourquoi? Parce que quand une pandémie quand une pandémie arrive, l'impact est tellement large
qu'aucun assureur n'a la capacité de supporter ces fonds-là. Donc, les pandémies sont tout le temps exclues des contrats d'assurance. Mais il n'y a qu'à voir si la perte d'exploitation, par exemple, était assurée dans le cadre des pandémies, il n'y a pas un assureur qui aurait la capacité financière de rembourser quoi que ce soit, parce que toutes les entreprises, par définition, sont à l'arrêt. Donc, de façon générale, les pandémies sont exclues des pertes d'exploitation des contrats d'assurance, pas parce que les assureurs ne veulent pas l'assurer, mais parce que économiquement, personne ne pourrait le supporter. C'est un peu comme les catastrophes naturelles. C'est pas possible d'assurer ça. Ensuite, il y a beaucoup d'impacts. Il y a des impacts différents sur les assureurs. Je disais qu'un des impacts, c'était que comme les cours de bourse et grosso modo les marchés financiers sont en baisse, les placements des compagnies d'assurance sont en baisse. Il faut savoir que grosso modo, ça dépend du portefeuille, mais la taille des placements d'une compagnie d'assurance, c'est 3 à 4 fois son chiffre d'affaires annuel. Donc, quand on a une baisse de je ne sais pas, 25% des marchés financiers, ça correspond, 3 fois 4, ça correspond à 3 mois à peu près de perte de chiffre d'affaires pour une compagnie d'assurance. Donc, ça, c'est un impact massif côté perte pour les compagnies. Après, côté gain, parce qu'elles ont aussi dans cette histoire, elles gagnent aussi quelque chose. Les confinements ont fait que la sinistralité automobile et accidents du travail a très fortement baissé. Et donc, les mouvements qu'on a entendus, ce qu'on a beaucoup entendu dans la presse, c'est est-ce que les compagnies d'assurance vont rendre une partie des primes d'assurance automobile ou AT aux usagers. Et il n'y a pas eu de mouvement massif ni d'intervention des régulateurs pour dire vous devez le faire. Mais par contre, j'ai vu un peu partout certains assureurs prendre ces initiatives de façon individuelle pour le faire. Je crois qu'il y a MMA a dû le faire en France. Il y a eu aussi 2 ou 3 assureurs aux États-Unis qui l'ont fait. Donc là où elles ont, c'est perte d'exploitation, il faut oublier. 2, assurance automobile et AT, il y a une fenêtre et à mon avis, les assureurs devraient faire un effort sur ça. Là, j'ai 2 questions que je vais réunir. Une de Cédric Kofi et une de Boulmani. Alors, Boulmani rebondit sur ton intervention sur les respirateurs à midi. Et il demande si vous avez obtenu toutes les certifications qui permettent d'exporter ces respirateurs-là hors du Maroc. Et là, ça rejoint la question de Cédric Kofi qui parle de la collaboration ou bien des échanges sud-sud. Est-ce qu'on commence à voir se mettre en place des importations d'un pays africain vers un autre de matériel de santé comme des respirateurs, par exemple? Tu veux que je commence Oui, vas-y, commence. Alors, sur toutes les questions sanitaires, alors d'abord, non, les respirateurs ne sont pas pour l'instant certifiés, et quoique il y a un processus en cours à ma connaissance. Maintenant, tout ça a commencé il y a 1 mois. Tout ça a commencé au moment, il y a 1 mois et demi, vers le 15 mars. Donc, entre le trouver, inventer, commencer à construire, etc., il s'est passé 1 mois. Donc, probablement que ça prendra un peu de temps pour ça. Deuxième point, sur la question des échanges, d'ailleurs sud-sud ou sud-nord. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il y a eu des décrets qui sont sortis assez rapidement pour bloquer toutes les exportations de matériel sanitaire le temps qu'on couvre les besoins locaux. Et ça concernait pas seulement les masques, mais ça concernait également une partie de l'approvisionnement en médicaments. Donc, tout ce qui est lié à cet environnement ou tout ce qui est nécessaire au traitement des maladies. Donc, on a fait ça. Et donc, les échanges dans ce cadre-là d'importation, d'exportation de masques, etc., ne s'est pas fait pour l'instant. D'ailleurs, même en France, il n'y a strictement rien qui a été exporté pour le moment. Mais ça va commencer, à ma connaissance, dans les 10 jours qui viennent. Pourquoi? Parce que là, on a stabilisé les besoins en marché local et maintenant, on commence à donner l'autorisation aux textiliens, etc., d'exporter. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que l'État a non seulement bloqué les exportations, mais il a fixé les prix aussi. Et donc, le prix d'achat d'un masque sur le marché
c'est 80 centimes de dirham, donc ça fait 0,08 euros. Ça fait moins de 10 centimes d'euros le masque. Et donc, les producteurs se sont dit, ouais, mais moi, tu me les achètes à 8 centimes à 80 centimes de dirham, mais moi, je peux les vendre à des Espagnols ou que sais-je qui veulent me les acheter à 2 euros. L'État a bloqué. Mais ça va être réouvert dans 10 jours. Et en Côte d'Ivoire, Eric, est-ce qu'il y a des exemples comme ça d'industries qui ont été réorientées suite au Covid? Est-ce qu'il y a des exemples également d'achat ou bien de vente de produits de santé fabriqués en Côte d'Ivoire vers d'autres pays africains? Est-ce que tu vois les choses comme ça chez toi? Bon, écoute, en fait, en termes de produits, d'achat, de vente de produits santé fabriqués en Côte d'Ivoire ailleurs, j'en ai pas vraiment connaissance. Par contre, ce qui s'est passé qui est en fait extrêmement fort, c'est qu'il y a en fait un bon nombre d'acteurs dans le domaine de la mode qui se sont mis en fait à la fabrication de masques. Donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont, et souvent c'est des entreprises en fait informelles qui ont mis en place en fait des ateliers de couture qui ont été convertis en fait dans la fabrication de masques en fait en pagne locale. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui s'est passé en fait assez vite. Il y a des initiatives aussi en fait citoyennes où fondamentalement voilà il y a des citoyens lambda qui ont financé ce genre de choses pour qu'il puisse y avoir en fait des milliers de masques en fait fabriqués pour qu'ils puissent être en fait distribués à travers toute la ville. Donc je pense que ça donnait vraiment lieu, je dirais plutôt à une sorte de coopération ivoiro-ivoirienne, en fait, une sorte d'élan de solidarité qui, pour moi, est quelque chose d'important, surtout que, voilà, on a eu quand même un passé, disons, il y a une dizaine d'années où il y a eu quand même pas mal de problèmes. Donc, de voir que tout le monde peut venir ensemble pour faire face à la crise, c'est très, très encourageant, surtout, en fait, en vue des élections qui se préparent d'ici la fin de l'année. Mais je dirais qu'en termes d'exportation de production sanitaire venant de Côte d'Ivoire ailleurs, je n'ai pas en fait connaissance d'avancer dans ce sens. Mais ce point-là pose la question des opportunités qui naissent des crises comme celle-ci. Et là, je vous pose la question à vous, que ce soit pour vos business particuliers ou bien pour d'autres secteurs. Est-ce que vous voyez des opportunités qui vont naître en fait de cette crise-là dans les mois qui viennent? Que ce soit pour vous, votre activité personnelle ou bien dans les secteurs adjacents. Vous commencez, Eric? Écoute, bon, je pense que de façon générale, en fait, je pense que des crises comme ça, en fait, créent d'énormes opportunités. Je pense que on peut voir déjà tous ceux qui sont dans le domaine, par exemple, même ceux qui sont dans le domaine de la restauration. Quand je donnais les statistiques, en fait, tout à l'heure, c'est surprenant de voir que c'est pas 100% des restaurants qui sont en fait fermés. Parce que si tu veux une bonne partie des restaurants en fait à Abidjan, on découvrait qu'ils pouvaient en fait te livrer. Moi, par exemple, il y a des restaurants que je connaissais pas, qu'à l'occasion du confinement, on a pu en fait découvrir. J'imagine que ces gens-là vont rester sur la liste des restaurants qu'on utilise en fait. Tu vois, donc je pense qu'il y a des opportunités vraiment tout azimut. Mais je pense que le vrai sujet, c'est celui que Mehdi a lancé tout à l'heure quand il demandait si on va réussir réellement à se positionner comme nation africaine pour tirer parti de certains des changements géopolitiques et économiques mondiaux qui sont en train d'être faits, en fait. Donc, je me dis, par exemple, en Côte d'Ivoire, cette crise-là pourrait être l'opportunité pour nous vraiment de bâtir de véritables champions nationaux parce que, fondamentalement, on parle des importations. Je pense qu'on importe aussi beaucoup de Chine, on importe aussi beaucoup d'autres pays aussi. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels on décide, en tant que nation, de vraiment se positionner? Est-ce qu'on se positionne dans la région pour fournir certains types. En fait, quand on prend le fait que la Côte d'Ivoire, sur les 10 dernières années, a fait énormément de travail pour se reconstruire au niveau des infrastructures, au niveau de la formation, etc., je pense qu'aujourd'hui, on est un des acteurs en Afrique de l'Ouest, en tout cas, qui peut jouer sa partition et se positionner un peu comme un champion, en fait régional. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens-là. Maintenant, pour notre activité en particulier, bon, j'imagine que fondamentalement, la relance économique passera aussi par la relance du secteur privé. Étant donné qu'on a une expérience dans ce secteur-là pour les 10 dernières années, je pense que ça va créer forcément des opportunités. Et toi, Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des opportunités nouvelles pour toi? Écoute, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie de… en fait, quand les pays disent, tout le monde a pris conscience qu'ils ne pouvaient pas dépendre autant qu'ils ne dépendaient aujourd'hui de la Chine. Donc ça,
Je crois que c'est une donnée largement partagée, acceptée par tout le monde. Ce que ça veut dire, ce n'est pas nécessairement, à mon avis, que tout va se relocaliser dans les pays en question, mais que les sources d'approvisionnement vont être diversifiées. Et donc, le risque va être partagé entre plusieurs pays. Quand on disait tout à l'heure qu'il y a 450 milliards d'euros d'échanges entre la Chine et l'Europe, il y a une partie de ça qui va rebasculer vers chez nous. Et dans cette partie-là, est-ce que c'est… Nous, on estime qu'il y a 20-30 milliards de dollars qui sont captables sur ces marchés-là. Donc, on pense qu'il va y avoir une partie de l'industrialisation, une partie de l'industrie chinoise qui va switcher vers ces pays de la région. Et on commence à voir des relents de ce type-là. Donc, on commence à avoir des signaux de ce type-là. Donc, ça, c'est une première catégorie d'opportunités à prendre. Sachant qu'on a une industrie textile forte, on a une industrie aéronautique forte, on a une industrie automobile forte, on a une industrie pharmaceutique forte. Et donc, autour de ces industries fortes, où il y a des acteurs aujourd'hui relativement importants, il y a des opportunités de croître davantage pour servir les marchés de la région, c'est-à-dire les marchés de la coopération, les marchés francophones, c'est-à-dire que nous, plus Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Mais aussi pour servir des pays européens parce qu'on a une vraie infrastructure et on a un proof of concept qui a été fait. Et entre le port de Tanger Med, les autoroutes, les liaisons aériennes qui existent aujourd'hui, les liaisons maritimes qui existent, la main-d'œuvre formée et puis les références que nous avons aujourd'hui de grandes entreprises qui produisent ici, Boeing, Bombardier, Renault, Valeo, Peugeot, etc. Je pense qu'on a un vrai coup à jouer de ce point de vue-là. Deuxième type d'opportunité, morbide cette fois-ci, mais très probablement que cette période va mettre à terre une partie importante des entreprises. Et celui qui sera liquide en sortie de crise aura probablement des coups à jouer. Donc, je pense qu'il va y avoir, malheureusement, mais la vie est ainsi faite, il va y avoir des opportunités de rachat d'entreprises qui vont, à mon avis, se présenter dans les 6 mois à venir, pas tout de suite. Je vais juste compléter vos deux réponses parce que dans mon secteur, il y a un truc qu'on voit au sein des médias, il y a un truc qu'on voit vraiment arriver aussi, c'est tout ce qui est changement d'usage. C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens, comme ils sont chez eux, d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là, ils sont en train d'adopter des usages différents. Tu l'as mentionné également, Eric, des restaurants qui ne livraient pas et donc des gens qui n'achetaient pas, qui ne commandaient pas avant à Abidjan, qui maintenant se mettent à commander. Moi, dans mon secteur, par exemple, je sais que ça va être un changement majeur et qui va créer des opportunités. Donc, les gens sont habitués maintenant à consommer des conférences, par exemple, en digital, à consommer des informations en digital encore plus qu'avant. Et je pense effectivement que ceux qui vont se positionner sur tous ces métiers-là, qui sont finalement des métiers de l'accélération de la digitalisation, à mon avis, vont avoir beaucoup de belles opportunités dans les mois à venir. Écoute, Yves, je veux peut-être faire un point. Je pense que fondamentalement, la nature de crise comme ça, en fait, met vraiment l'accent sur l'importance, en fait, pour nos pays d'investir vraiment dans l'éducation. Parce que je pense que, quelles que soient les opportunités qui vont se positionner, à mon avis, ce qui va faire la différence, c'est la capacité réelle en termes de formation des populations pour pouvoir tirer parti de ces avantages-là. Parce que je pense que fondamentalement, il y a quelque chose, en fait, qu'on oublie souvent, qui est le fait que aujourd'hui, l'élément numéro 1 pour la compétitivité, c'est vraiment la qualité de la ressource humaine. Et donc, fondamentalement, les pays qui ont investi il y a quelque temps dans l'éducation, les pays qui ont vraiment bâti une expérience dans un secteur spécifique, à mon avis, vont en tirer parti beaucoup plus vite. Parce que pour ceux qui ont besoin, en fait, de 20 ans pour former quelqu'un, ça va être trop long, en fait. Donc, je crois qu'il faut aussi essayer de voir vraiment le rôle de l'éducation et de la ressource humaine dans tout ça. Et d'ailleurs, je pense que pour renforcer ce que tu dis, je pense que l'éducation en tant que secteur représente également une grosse opportunité dans les années à venir, à mon avis, avec beaucoup de digitalisation, beaucoup d'innovations digitales qui vont arriver dans le domaine. Alors, j'ai 2 questions spécifiques sur les assurances pour Mehdi. Alors, une première qui vient de Nambaya Ouattara.
qui dit « Au vu des difficultés que pourraient rencontrer les assureurs, les régulateurs marocains ont-ils pris des mesures pour relâcher les exigences de solvabilité ou autres réglementations ?» Première question. Ensuite, il y a une autre question de Karim Bousseta. Comment les compagnies d'assurance vont faire face aux moins-values de l'ensemble des actifs vu l'impact du Covid? Oui, le régulateur a pris des mesures pour assouplir les exigences réglementaires. Une des mesures, par exemple, c'est l'assouplissement des règles de calcul des provisions pour… alors, c'est pas la peine de rentrer dans des termes techniques, mais c'est les provisions pour sinistres non payés. Donc, ça permet de relâcher du cash pour que les entreprises, pour les compagnies d'assurance, puissent payer leurs sinistres plus facilement. Parce que grosso modo, chez les compagnies d'assurance, on a des comptes qui sont des comptes séquestres, pour faire simple, dans lesquels le relâchement des montants qui sont dans ces comptes se fait sur autorisation du régulateur. Et le régulateur ne permet de relâcher que l'extra, que ce qui vient en surplus du calcul des provisions. Donc, ce calcul a été baissé de manière à ce que le relâchement se fasse de façon plus rapide. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième question sur comment est-ce qu'elles vont faire face à leurs moins-values, les moins-values, tant qu'elles ne sont pas constatées, d'abord, premier point, le régulateur a aussi relâché sur cet aspect-là pour que les exigences de solvabilité des compagnies soient revues à la baisse, c'est-à-dire en face des engagements de la compagnie qui sont en gros les sinistres à payer, les actifs qu'on met en face font face à des exigences qui sont moins importantes. Et puis deuxième réponse à ça, tant que les moins-values ne sont pas constatées, elles ne sont pas réelles. Donc les assureurs parient aussi sur le fait qu'à un moment, les marchés repartiront à la hausse et leur permettront de couvrir leurs exigences. Alors ensuite, j'ai une question de Serge, qui j'imagine un jeune diplômé inquiet, qui nous demande comment envisager le marché du travail dans les 6 mois à venir. Première question. Et deuxième question, qui est le corollaire de la première, quels secteurs vont rebondir le plus rapidement? Donc j'imagine sur quel secteur se positionner. Écoute Serge, si tu es un jeune diplômé, envoie-moi ton CV en recrute. Donc ça, c'est en fait une réponse très, très concrète. Écoute, bon, moi, je pense que, pour répondre de façon un peu plus générale, OK, je pense quand même qu'il est important de ne pas faire des choix de vie sous le coup de la pression et de la peur. Donc, je pense que Mehdi l'a mentionné dans une de ses réponses. La crise a vraiment débuté il y a peut-être 45 jours, 2 mois. On ne sait pas encore réellement ce qui va se passer. Donc, je pense que, voilà, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a le déconfinement qui a été en fait annoncé en France. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Je pense que moi, j'aurais été un jeune diplômé, je serais resté dans ce que je comprends bien, ce que je connais. Maintenant, parce que je crois qu'avant que les changements dont on parle ici là commencent vraiment à prendre forme, ça va prendre quand même, je dirais, à mon avis, 18 mois, 24 mois. Donc, il y a des choses qu'on voit immédiatement, mais je crois qu'il est encore trop tôt pour savoir réellement où est-ce que, entre guillemets, la poussière, en fait, tombe, quoi. Donc, je crois qu'il faut plutôt essayer de voir son profil et puis voir ce qu'on peut faire. Bon, maintenant, comme je disais de façon concrète, Serge, si tu as besoin de trouver quelque chose, envoie-moi ton CV. Ok, Mehdi? Écoute, deux réponses. La première réponse est… bon, d'abord, évidemment il est plus simple il aurait été plus simple d'être diplômé en 2014 qu'en 2020. Et pour la promotion INSEAD de juillet 2020, en effet, c'est quand même pas très sympa. Maintenant, 2 types de réponses. La première réponse, c'est qu'en période de crise, il faut limiter ses contraintes, à mon avis, en particulier les contraintes géographiques.
Donc, ceux qui se disaient moi, c'est Paris ou rien, ou moi, c'est Paris maximum Londres, je leur recommande de voir un peu plus large et d'ouvrir les opportunités parce que dans certains pays, c'est plus simple que dans d'autres. Et peut-être que là, il faut être un peu plus souple et flexible sur cet aspect-là. Deuxième réponse, je le disais tout à l'heure, mais je pense que la crise va mettre beaucoup d'entreprises à genoux. Et je crois que les opportunités de rachat vont être très conséquentes d'ici la fin de l'année. Et si j'étais tout jeune diplômé, je me dirais que c'est l'occasion jamais de regarder. Disons que ça pousse à devenir entrepreneur. Et c'est l'occasion jamais de regarder des petites pépites ou des petites entreprises sympas à racheter. Et je crois qu'il va y en avoir beaucoup et les financements seront là. Ah, ça me concerne ça, donc on en reparlera pour les financements. Ouais. Donc, question de Xavier Personic pour vous deux sur la ZLEC. Sur la ZLEC, quelles conséquences pensez-vous que la crise actuelle du Covid va avoir sur la ZLEC? Est-ce que ça va accélérer finalement la ZLEC parce qu'on se rend compte qu'il faut favoriser des échanges, enfin des circuits courts comme on dit, et donc commercer avec ses voisins? Ou est-ce que ça va être une nuisance sur le chemin de la ZLEC parce qu'on est occupé à autre chose et donc on ne travaille pas à construire cette fameuse ZLEC. Et en plus, tous les deux, vous avez des casquettes patronat, donc c'est ces casquettes-là que je convoque pour cette question. Bon, écoute, en fait, par rapport à la ZLEC, il y a en fait, je pense que le protocole en fait devait démarrer en fait ces mois-ci. Je crois qu'il a été signé, c'était en mai de l'an dernier. Et je crois qu'au 1er juin, quelque chose comme ça, il devait être mis en place. Et donc, fondamentalement, à cause de la crise, voilà, il y a un nombre de chefs d'État qui ont proposé que ce soit remis après la crise. Donc là, il y a eu automatiquement une réaction de différents groupes du secteur privé, incluant un groupe que je connais très bien qui s'appelle les Afro Champions, qui ont dit au contraire que c'était plus pertinent d'accélérer le calendrier de mise en œuvre de la ZLEC parce que ça permettrait réellement d'avoir en fait un impact assez rapide sur la relance du secteur privé. Bon, évidemment, je pense que le sujet en fait avec ça qui a toujours été sujet avec la ZLEC pour pas mal de pays. On voit souvent la ZLEC comme une initiative qui aura des impacts certes positifs à long terme, mais qui à court terme vont coûter des revenus en termes fiscaux. Donc, dans un contexte où la crise en fait réduit les recettes des États, il y a pas mal de personnes en fait qui disent fondamentalement, ça serait peut-être approprié dans que cette crise-là utiliser des États déjà agiles du point de vue en fait fiscal. Bon, moi, mon opinion, honnêtement, c'est que qu'il y a eu autour de la ZLEC est vraiment en fait historique. Et on remarquera que certaines des grandes économies comme le Nigeria et l'Afrique du Sud en fait ne sont entrées que plus tard. Et je pense que ça serait dommage en fait à cause de cette crise-là de remettre en cause, à mon avis, une vision qui fondamentalement est l'une des solutions dont l'Afrique a besoin pour réellement se transformer économiquement. Donc pour moi, je pense qu'on devrait aller de l'avant. Je pense qu'il n'y aura jamais de moment parfait pour le faire, donc il faudrait certainement le faire maintenant. Et je pense que justement, alors qu'on essaie de revoir comment est-ce que certaines des nations africaines peuvent se positionner pour récupérer une partie des marchés que la Chine va libérer, à mon avis, ça serait bon de pouvoir y réfléchir de façon régionale, au lieu d'avoir seulement qu'une approche qui soit très, en fait, basée sur que des petits pays, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de mettre en œuvre assez vite. Mehdi, écoute, je pense aussi qu'il n'y a pas de bon moment pour le faire. Enfin, il y a toujours de bonnes raisons de retarder ce type d'initiative parce que c'est compliqué, parce que ça demande des négociations complexes et parce que ça a un impact sur les budgets des États qu'il est assez difficile de prévoir. Maintenant, mon expérience courte sur cette crise-là, c'est que cette crise est un formidable accélérateur de chantiers. Je parle au moins au niveau local, au niveau d'un pays. C'est un formidable accélérateur de chantiers qui mettent du temps à sortir en temps normal. J'ai plusieurs exemples, mais par exemple, nous, au niveau du patronat et dans le cadre de nos discussions avec l'État, on accélère les discussions sur
sur l'intégration de l'informel, j'en parlais tout à l'heure, mais on accélère aussi la partie e-gov et simplification de l'administration. On accélère la partie paiement mobile et bancarisation des gens. Et ce que je vois, c'est que là où ça prenait beaucoup de temps et ça discutait et ça tergiversait pour de mauvaises raisons, ben là, les gens sont tous droits dans leurs bottes, alignés et font avancer les choses. Donc, peut-être que c'est aussi une opportunité, si on prend par cet angle-là, pour nos pays, dans un moment où on va passer des périodes difficiles, de se dire arrêtons les conneries, arrêtons de prendre trop de temps pour ça parce qu'on n'a pas le temps et donc il faut qu'on aille vite. J'espère que ça ira dans ce sens plutôt que dans le sens d'une attente, le temps que tout ça passe. Alors, autre question d'Olivier Naudin, une question sur l'assurance crédit. Est-ce que vous voyez déjà, et ça c'est valable dans vos deux pays, est-ce que vous voyez déjà une tendance à la baisse du rating des entreprises en termes d'assurance crédit? Car nous savons que nous savons tous que les assureurs crédit sont soit des accélérateurs, soit des amplificateurs de crise. Est-ce que tu vois déjà ça arriver au Maroc? Baisse du rating. Écoute, oui, enfin, on n'a pas de rating à proprement parler des entreprises, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays. On a des ratings propres, on n'a pas de rating public type Standard & Poor's, Moody's, etc. Il y en a très peu d'entreprises sont ratées. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les délais de paiement se sont très considérablement rallongés. Très considérablement rallongés. On était sur des délais de paiement qui étaient déjà à des niveaux très importants. Avant crise, on avait les chiffres ne vous parleront pas beaucoup, mais on avait un niveau de crédit inter-entreprise, c'est-à-dire de délai de paiement entre les entreprises, qui était de l'ordre de 400 milliards de dirhams. Le chiffre n'est pas parlant, mais mais pour avoir un chiffre comparable, c'est le niveau des montants, grosso modo, empruntés par les banques, enfin prêtés par les banques aux entreprises. Donc, les entreprises se finançaient autant chez le secteur privé, enfin chez les banques, que entre elles par le biais des délais de paiement. Cette crise va rallonger les délais de paiement selon une étude que nous avons faite d'à peu près 60 jours en moyenne. C'est ce qui ressort d'un sondage qu'on a fait auprès d'à peu près 2000 entreprises sur l'impact sur la baisse de chiffre d'affaires, de délais de paiement, machin. Donc, tout ça, nous, on était dans une logique de baisser les délais de paiement avant la crise et donc on avait fait passer une loi sur ça qui est similaire à la loi qui existe en France, qui avait été passée à l'époque de Sarkozy en 2008. Et malheureusement, ce qu'on constate avec cette crise, c'est que là où on était en moyenne à peut-être 90 jours, on va passer à 150. Donc oui, ça va être un vrai sujet. Maintenant, la question, c'est comment résoudre ce sujet. Et on essaie de le faire en liant les mécanismes d'accompagnement des entreprises au paiement. Exemple, si je donne aux entreprises un crédit de 3 mois, un crédit fonctionnement de 3 mois sur la période, ben je débloque directement entre les mains du fournisseur une partie de ses crédits, plutôt que de passer par l'entreprise, de donner l'argent à l'entreprise qui elle-même va payer son fournisseur. Ensuite, il y a des méthodes type name and shame qu'on n'a pas gardées à ce stade-là, en tout état de cause. Et puis, il y a des méthodes d'injection de liquidité massive dans l'économie. En tout état de cause, si jamais ce problème des délais de paiement perdure, on va avoir un vrai problème, on va avoir un vrai sujet qui va venir se rajouter au problème du Covid. Et là, il y a une question subsidiaire à celle-là qui vient d'être posée par Patrice Fonyadosa. C'est en fait quel impact sur les investissements going forward? Quel impact? J'imagine qu'on a constaté un arrêt des investissements là pendant la crise, mais comment est-ce que vous voyez les choses se passer dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a certains secteurs qui vont être plus impactés que d'autres par ces baisses d'investissement? Comment vous voyez les choses évoluer en Côte d'Ivoire comme au Maroc? Bon, je pense que dans le contexte quand même africain, je pense il y a beaucoup de discussions en fait qui ont lieu en fait aujourd'hui autour du traitement de la dette.
Donc, et donc, encore une fois, il y a deux perspectives. Donc, il y a la perspective, en fait, de ceux, je pense que c'est la majorité, qui disent, écoutez, au vu de la situation actuelle, il faudrait à minima permettre aux États africains de délayer le moment auquel ils doivent en fait payer leurs dettes. Parce que si vous vous rappelez bien, il y a environ 7 à 8 ans, il y a eu pas mal d'eurobonds qui ont été en fait émis. Ces eurobonds-là donc arrivent à échéance grosso modo autour de 2020, autour de maintenant en fait. Donc c'est la période en fait où une bonne partie des investisseurs dans ces eurobonds-là s'attendent en fait à être payés. Le Covid arrive, dans leur marché source, il y a pas mal de difficultés. Donc évidemment, il y a un véritable sujet parce qu'aujourd'hui, je dirais que grosso modo, dans toute la dette qu'on a, on a peut-être 30 à 35% qui est portée par des acteurs privés. Qui est différent un peu des acteurs en fait institutionnels où c'est plus facile en fait d'effacer la dette. Donc, je pense que la façon dont cette question-là est réglée et gérée va avoir, je pense, un impact parce que fondamentalement le capital est limité en quantité. Donc, si la dette, si les États ne remboursent pas la dette et qu'on a le genre de situation qu'on a dans le reste du monde, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir beaucoup d'investisseurs qui peuvent lever de l'argent chez eux pour venir investir en fait en Afrique. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ce que je sais par contre, c'est que certains des fondamentaux liés au continent africain en termes de taux de croissance en fait relatif. Par exemple, là, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on s'attendait à avoir environ 6% de croissance de PIB cette année. D'après les estimations qu'on a, on pense qu'on sera autour de 3%. Quand on prend un pays comme le Rwanda, je pense que quand même, malgré le Covid, ils seront à 3,54%. Donc, on aura quand même de la croissance en Afrique. Et je pense que certains des éléments fondamentaux dans lesquels on voulait investir pré-Covid, en fait, en Afrique, à mon avis, n'auront pas changé, quoi. Donc, je me dis quand même que les opportunités seront là. Maintenant, la vraie question, c'est l'appétit et les ressources dont disposeront les investisseurs étrangers pour venir investir, en fait, au vu de ce qui se passe par ailleurs sur le marché de la dette. Mehdi? Quelques éléments de réponse, certains allant dans le sens de l'accroissement des investissements, d'autres allant dans le sens de la baisse des investissements. Dans le sens de l'accroissement des investissements, je disais tout à l'heure que des entreprises, que la région allait capter une partie de la relocalisation de la supply, du supply à l'Europe. Et on voit des sociétés européennes pour certaines, asiatiques pour d'autres, s'intéresser à la région, donc s'intéresser au Maroc, pour y installer des entités qui puissent servir le marché européen, parce qu'elles ont compris qu'une partie sortirait d'Asie ou de Chine, et donc elles se disent, tant qu'à faire, mais je vais y aller. Donc on voit ce type de choses commencer à arriver. Et je pense que ça ira dans le sens de l'accroissement des investissements étrangers au Maroc. Deuxième élément de réponse, on est en train, dans le cadre de l'apport, enfin du mécanisme de réponse à la crise et du mécanisme de relance, on met en place des mécanismes de dette long terme et on met en place des mécanismes de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Et donc, il y a une bonne partie de l'equity qui allait servir à de l'investissement nouveau, qui va servir à de l'investissement en fonds propres dans des entreprises qui doivent être sauvées. Et donc, je pense que cet argent qui va être mobilisé là ne sera pas mobilisé pour des investissements nouveaux. De la même manière que les grands institutionnels, on parlait des assureurs tout à l'heure, mais c'est valable pour d'autres, qui avaient des excédents d'equity qu'ils pouvaient investir, ne les auront pas, donc n'investiront pas. Donc ça, c'est un deuxième élément de réponse sur des tendances qui peuvent pousser à réduire les investissements. Et puis enfin, troisième élément de réponse, une grosse partie des investissements est aussi liée à la commande publique. Les États vont tous passer par des périodes de stress parce que d'abord, elles ont massivement investi durant cette période pour sauver les entreprises. Mais en plus, le second effet, c'est qu'elles vont avoir une baisse des recettes fiscales au prochain exercice parce que les entreprises sont en difficulté et je ne vois pas qui va faire du résultat en 2020. Donc, ceux qui ne font pas de résultat en 2020 ne paieront pas d'IS.
Ceux qui ne sont plus employés en 2020 ne paieront pas d'impôt sur les revenus, je ne sais pas comment vous les appelez en France. Donc, les recettes de l'État vont considérablement baisser et l'État est le plus gros investisseur dans son économie. Et donc, en ce sens, les investissements vont diminuer. Alors, deux dernières questions parce que ça fait plus d'une heure 10 qu'on discute. Alors, une question qui s'adresse à tous les deux, mais je vais commencer par Eric parce qu'il a écrit des bouquins sur le secteur, donc il a certainement des choses à dire. Comment est-ce que vous voyez évoluer l'industrie du tourisme et l'industrie aérienne africaine post-crise? Alors, je vais peut-être commencer par l'industrie en fait aérienne. Je pense que l'industrie aérienne en Afrique, c'est grosso modo 50 milliards d'euros de PIB, c'est 6,2 millions d'emplois. C'est énorme. Et de ce qu'on comprend là, depuis que la crise a commencé, les compagnies aériennes et le secteur dit avoir perdu environ 4 milliards d'euros. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'entreprises en fait qui étaient sur le bord de la faillite, qui ont dû jeter l'éponge. Je pense que South African Airways a des problèmes. Je pense qu'il y a pas mal de compagnies en fait régionales qui ont aussi en fait pas mal de problèmes. Je pense réellement que le secteur de l'aviation a vraiment besoin d'être en fait accompagné. C'est un secteur honnêtement qui a vu, si vous voulez, en fait 95% de son chiffre d'affaires touché. Et ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont une bonne activité de fret, parce qu'au moins au niveau du fret, en fait, ça continue, mais ça ne suffit pas, en fait, pour accompagner des entreprises qui, sur le principe, sont en fait déficitaires. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'aviation, le problème, en fait, est celui de savoir ce qui va se passer aussi post-Covid. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on pourra toujours avoir des avions avec des sièges tels qu'on les a aujourd'hui, où la distance entre deux passagers n'est pas de 1 mètre? Est-ce qu'on aura la capacité en fait de tester en temps réel les passagers pour éviter des contagions dans les avions? Est-ce que les gens seront confiants? Et on sait que structurellement, en fait, les avions en général, voilà, il faudrait qu'ils soient pleins en moyenne à 75%, 70-75% pour être en fait rentables. Et ça, c'est lorsqu'on a des économies en fait d'échelle. Donc, je pense que honnêtement, c'est un secteur en fait, bon, malgré toute la compréhension que j'en ai, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui ce qui va se passer, quoi. Je pense que ça va être quand même assez chaud. Bon. Au niveau du tourisme, effectivement, là aussi, il y a en fait un sujet, hein, parce que quand on parle du tourisme, c'est un job sur 10 environ. C'est vraiment un secteur aux tentacules très importante. Je pense quand même que là, ça va être un peu différent dans le sens que l'industrie touristique, en fait, a différents segments. Donc, il y a des segments qui sont vraiment, en fait, orientés tourisme local ou conférences, etc., qui sont liés, en fait, aux affaires et qui, à mon avis, vont reprendre un peu plus rapidement que ceux qui sont liés au tourisme de loisirs, en fait. Et surtout sur le tourisme de loisirs, clairement, c'est une industrie où il y a des cycles, en fait, assez longs. Ce que je veux dire par là, c'est en général, les gens vont réserver leurs vacances, je dirais, 1 an en fait à l'avance. Donc, la saison qu'on a en fait ratée là maintenant, à mon avis, ça ne va pas reprendre réellement jusqu'à l'an prochain, au moins, à minima. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a très peu d'entreprises dans ce secteur-là qui ont fait un cash flow qui leur permet de suivre plus de 30 jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le tourisme aussi? Je pense que ça va être un sujet. Mais je pense quand même que ça va être un secteur où il y aura pas mal d'innovation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et ça a déjà en fait commencé, il y a des gens qui commencent à proposer des expériences en fait digitales. Il y a aussi, au-delà de ça aussi, une compréhension que certaines des habiletés et des compétences qu'on développe dans le tourisme peuvent être utiles aussi à faire autre chose. Donc, je pense quand même qu'il y aura quand même pas mal de changements, mais je pense quand même que c'est un secteur qui est très fortement en fait impacté. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un peu les éléments que je peux partager. Ouais, j'ai surtout vu qu'il y a beaucoup de questions, ouais. Tellement de questions que le temps qu'on risque de prendre pour répondre à ces questions-là, je ne sais pas si les entreprises de ce secteur-là seront encore vivantes. Hein. Je pense en particulier c'est ça la question, justement. Ouais, à l'industrie aérienne. Et Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, bon, l'industrie aérienne est à l'arrêt, elle a été mise à l'arrêt de manière administrative et je pense qu'il y a une question de souveraineté
national dans l'industrie aérienne parce que les enjeux dépassent le transport de passagers, mais disons que l'impact secondaire de l'industrie aérienne est tellement important que les États ont intérêt à sauver leur compagnie et beaucoup réagissent comme ça. Je prends un exemple, si la ville d'Essaouira au Maroc n'intéresse aucune compagnie aérienne, sans la ville d'Essaouira, il n'y a pas un touriste. Sans liaison aérienne à Essaouira, il n'y a pas un touriste. Le jour où on a commencé à avoir des liaisons, la ville s'est développée et donc l'impact est bien plus important. Donc, je crois que parce qu'il y a une question bien plus stratégique dans l'industrie aérienne, certaines compagnies nationales seront sauvées et je crois que c'est le cas de la nôtre. Sur la question de l'industrie touristique, je connais bien la ministre du Tourisme actuelle, puisque c'était mon successeur chez Saham. Et puis elle l'est depuis quelques mois. Donc j'échange assez régulièrement avec elle. Franchement, bien malin qui peut dire quand l'industrie touristique va reprendre et quand les touristes vont revenir. Ce n'est pas qu'une question de déconfinement, ni de reprise, ni qu'une question de reprise des liaisons aériennes. C'est aussi une question de moyens et c'est aussi une question d'envie. Parce que je ne suis pas persuadé que les gens aient à l'esprit de repartir en voyage tôt. Donc, je crois que c'est peut-être là où il y a le plus d'incertitudes et personne ne peut dire si ça reprendra en décembre 2020 ou en juillet 2021 ou même plus tard. Et dans cette période-là, l'enjeu, c'est de maintenir l'appareil productif. Donc, il y a des hôtels qui ont des charges fixes et les charges fixes, c'est leurs employés, la banque, pour faire simple, les employés, les intérêts bancaires. Il faut qu'on puisse les accompagner et les taxes locales et des choses comme ça. Il faut qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible pour que, en sortie de crise, le jour où ça arrivera, et on ne sait pas quand ça arrivera, on se retrouve avec le minimum d'hôtels perdus. Et je crois que c'est plus vrai ici que dans d'autres secteurs parce qu'il y a une question de durée de crise que personne ne maîtrise. Donc, si ça dure 8 mois, il faut qu'à un moment, on ait des accompagnements. Et en face, en plus, on a zéro. On a zéro chiffre d'affaires. Donc, il faut qu'en face, on puisse mettre suffisamment d'argent pour que les charges fixes de ces hôtels soient supportées. En gros, on doit les mettre en hibernation. Et le jour où ça reprendra, on ouvrira et il faudra qu'on ait un appareil productif qui soit dans le meilleur état possible. Dernière question, en fait, c'est deux dernières questions en fait, et après on va devoir arrêter. La première, c'est est-ce qu'il y a des premières leçons déjà qu'on peut tirer de cette crise, que ce soit pour nos États ou pour nos entreprises, première chose. Et deuxième question, qui est un corollaire de celle-là, selon vous, qu'est-ce qui va changer? Voilà. Qu'est-ce qui, à la suite, aux sorties de cette crise, s'il y a une chose qui ne sera plus pareille, ce serait quoi? Qui veut commencer? Mehdi, vas-y. Je ne peux pas laisser le temps de réfléchir à la réponse. Écoute, oui, ça va changer. Beaucoup de choses. D'abord sur les leçons. Passons les questions de souveraineté nationale, etc. Pour moi, la leçon essentielle que j'ai retenue, c'est que sous la contrainte, on n'agissait pas de la même manière, on agissait de manière efficace et effective. Et sous la contrainte, on a vu des choses qu'on n'avait pas vues, en tout cas pour ce qui concerne le Maroc. D'abord sur la mobilisation, on en parlait, mais de la mobilisation de l'industrie, etc. Mais aussi sur des questions d'efficacité de prise de décision et d'efficacité législative. Quand on passe par exemple un texte, quand on a décidé de passer un texte pour indemniser les gens à hauteur de 2000 dirhams, etc., c'est passé par d'abord ce comité de veille, puis c'est passé au gouvernement, puis c'est passé à la première chambre, puis c'est passé à la deuxième chambre, c'est revenu à la première chambre. On a sorti des décrets, on les a mis en application et il s'est passé, 10 jours. Donc, on a été ultra efficace. Donc, et ça, j'ai 50 exemples comme ça. Quand on a cherché à remobiliser l'industrie textile autour des masques, ça a pris une semaine. On n'avait plus de gel hydroalcoolique. On a construit une usine en une semaine. Donc, on a fait plein de choses très, très vite. Et donc, ma leçon, c'est que sous la contrainte, on arrive à faire des choses qu'on n'a pas réussi à faire par le passé. Et là, il faut qu'on en garde au moins un petit bout en sortie de crise. Il ne faut pas qu'on retombe trop vite dans nos travers de
de surnégociation sur des sujets qui ne nécessitent pas d'avoir de la surnégociation. La deuxième question, c'était… qu'est-ce qui va changer? Voilà. Qu'est-ce qui va plus être pareil? Franchement, dans mon esprit, j'ai 10 scénarios possibles de choses qui peuvent changer. Et la seule chose que je sais, c'est que je n'ai aucune idée vers laquelle on va aller. Maintenant, si on prend un truc, peut-être qu'on va aller vers un… Si j'en prends juste un, mais franchement, j'en ai 10 en tête de scénarios. Si on en prend juste un, je me dis que quand on limite les besoins humains au strict minimum, c'est-à-dire manger, c'est-à-dire la phase dans laquelle on est maintenant, manger, se soigner, la phase de confinement, eh bien, il ne reste pas grand-chose de l'économie mondiale. Donc, quand on se limite exactement à ce dont on a besoin, il ne reste plus rien. Et ce que ça me fait dire, c'est que tout ce qui n'est pas essentiel va switcher et va se réinventer d'une façon différente. Maintenant, comment? Il va falloir être malin pour réfléchir et penser à ce qui va aller. Maintenant, je prends un exemple, par exemple, dans un secteur qui est le secteur des centres d'appel. Vous savez qu'il y a un gros secteur au Maroc, enfin gros, il y a 100 000 personnes qui travaillent pour des centres d'appel et qui travaillent pour des centres d'appel pour le marché, essentiellement pour les marchés francophones et beaucoup pour la France. Et donc, évidemment, dans cette période de confinement, sous la contrainte, tout le monde s'est mis en télétravail. Donc, j'ai beaucoup de copains dans les centres d'appel. En 10 jours, même pas, en une semaine, tous les téléopérateurs étaient chez eux et travaillaient de chez eux. Donc, ils leur ont mis des PC portables, des VPN, et ils ont inventé une fonction qui s'appelait le régulateur de flux. Et donc, le type appelle les gens en leur disant toi, tu peux te déconnecter pendant 2 heures parce que le flux baisse. Et toi, tu peux te reconnecter pendant 2 heures parce que le flux monte, etc. Donc, ce qu'ont fait les opérateurs, c'est qu'ils leur ont garanti 5 heures ou 6 heures de travail par jour et 2 heures sont flexibles et dépendent de la charge de travail. Donc, ils se retrouvent avec des gens qui coûtent en réalité 10 à 20% moins cher parce qu'il y a une partie qui est flexible, des gens qui n'occupent plus d'espace parce qu'ils travaillent de chez eux. Et ils me disent, moi, là où l'heure me coûtait 8 euros, maintenant, elle me coûte 5 euros. Et donc, ils disent à leurs clients, est-ce que tu préfères? Bon, maintenant, on t'a prouvé que ça fonctionnait. Parce qu'avant, il n'y avait pas de preuve. Mais là, sous la contrainte, on t'a montré que ça fonctionnait. Est-ce que tu préfères que je te facture 7 euros de l'heure, quelqu'un qui travaille chez lui et regarde ça marche, ou 10 euros de l'heure, quelqu'un qui travaille depuis le bureau? Et là, c'est un exemple de changement, mais je pense qu'il va y en avoir des centaines. Toujours avec ce mindset qui est le monde est différent maintenant. Ok, super. Donc, si je résume bien, la leçon principale, c'est on a découvert avec la crise qu'on pouvait être très productif en Afrique. Et donc, tu dis, attention, il ne faut pas qu'on revienne à nos niveaux de productivité d'avant, après la crise. Et ensuite, tu dis, ce qui va changer, ce qui peut changer beaucoup, c'est tout ce qui est télétravail. Donc, des chaînes de valeur qui risquent d'être modifiées en profondeur du fait de gens. C'est pas que le télétravail est un exemple, mais on peut en citer beaucoup d'autres exemples. C'est la rapidité de prise de décision qui m'a frappé, vraiment. C'est avec quelle manière est-ce que, à partir du moment où on avait, disons, un ennemi commun et qu'on avait une urgence évidente, c'est-à-dire qu'on n'a plus de faux bruits autour, on a pris des décisions extrêmement rapidement. Bon, évidemment, ça peut provoquer des torts par ailleurs, mais on a pris des décisions extrêmement vite et on les a appliquées extrêmement vite. Donc, on a été très efficace. Et moi, si je voulais garder une chose post-crise, c'est garder cette efficacité. Eric, à toi. Écoute, c'est quoi la première question déjà? C'était quelle leçon peut-on… Écoute, pour moi, la première leçon, c'est vraiment l'égalité en fait des êtres humains devant cette crise, en fait. Parce que je pense qu'on est entré dans la crise avec la perspective que différents pays allaient mieux gérer parce que ce sont, si tu veux, des nations puissantes, plus avancées, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, à la fin, on est tous égaux devant cette maladie-là
Et ce qui a fait la différence, c'est vraiment la capacité vraiment des leaders à prendre les bonnes décisions et à mobiliser les gens à faire ce qu'il fallait en fait. Donc, bon, je pense que dans le contexte de l'Afrique, c'est un peu trop tôt pour le dire parce que tout le monde dit qu'on est en fait assez loin dans la courbe. Mais n'empêche quand même que certains des scénarios catastrophes en fait, qui ont été annoncés ne se sont pas encore matérialisés. J'espère que je ne vais pas regretter ce que je suis en train de dire là dans 2 semaines. Mais pour moi, honnêtement, il y a quelque chose vraiment autour de l'égalité que nous avons tous en tant qu'êtres humains, que nous soyons européens, américains, chinois, japonais, africains, face à cette crise. Et pour moi, j'espère que, en fait, au-delà de tout ce qui est économique, de tout ce qui nous occupe tous les jours, nous prenions conscience du fait que, bon, il y a quand même un minimum, que je pense qu'il y a une sorte de revue de ce que l'humanité, être humain, en fait, veut dire. Je pense que ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, c'est quoi la deuxième question? Qu'est-ce qui ne sera plus pareil après? Qu'est-ce qui sera plus pareil après? Tu vois, sur ça, je ne suis pas sûr. Parce que je crois quand même que, et c'est malheureux, parce que quand autour, en fait, du déconfinement, quand on voit ce qui se passe, je ne sais pas si réellement on a tiré les leçons de la crise et je ne sais pas si structurellement, en fait, la façon de fonctionner de nos sociétés va fondamentalement changer. Je pense que ça prendra du temps pour savoir vraiment ce qu'on en tire. Mais bon, pour moi, je pense quand même que oui, il y a tout ce qui est autour du digital, il y a des façons de fonctionner qui sont différentes. Il y a par exemple l'impact de l'activité humaine sur la pollution. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont passées. Par exemple, il y a des gens qui ont vu des poissons dans le canal de Venise. Il y a le Taj Mahal et le monument de l'Inde qui sont enfin visibles, ce qui n'a pas été le cas depuis combien en fait d'années. J'ai vu un lapin dans mon jardin la semaine dernière. Bon, donc, et un chevreuil devant chez moi. Donc, ouais. Je pense que ça devrait être un moment en fait où on prend conscience vraiment de ce qui est l'essentiel, mais je ne sais pas si justement parce que on a tellement d'intérêts économiques surtout attachés à la façon de faire qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on va réellement tirer les leçons? Ça, je dois t'avouer que je suis un peu dubitatif. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Écoutez, merci tous les deux, Eric, Mehdi, ça a été une super discussion. Je pense qu'on a là deux super exemples de la nouvelle génération de leaders africains, je le dis, sans flagornerie aucune. Merci d'avoir pris le temps, on a fait un peu plus que ce qui était prévu. Merci également à nos, là il n'en reste plus que 49, à tous les participants à ce call. Et je vous dis à bientôt à tous. Et, merci beaucoup. Restez en bonne santé. Merci Eric, merci Yves. Merci. C'était vraiment sympa. Merci à tous ceux qui écoutaient. Merci à tous, merci.